Bonjour à tous. Avec Mehdi, on va vous parler de ce qui se passe après la mise en production des systèmes de data science. On s'est posé pas mal de questions depuis un an sur comment ça marche, comment on va pouvoir observer ça, et on va vous raconter durant les 30 prochaines minutes ce qu'on a découvert. D'abord, on va se présenter. Je m'appelle Emmanuel Lin, je suis consultant data chez Octo Technologies, et après m'être intéressé pendant quelques temps à la mise en production de la data science, depuis un an, je m'intéresse à comment on va pouvoir monitorer cela. Et je vais donner ce talk avec Mehdi donc. Bonjour à tous, je m'appelle Mehdi Ouassine, je suis consultant chez Octo Technologies. Je suis consultant en data science et j'aime bien travailler aussi sur des sujets d'automatisation d'infrastructures. Et comme le disait Mathieu, aujourd'hui on va vous parler de data science en production. Pour essayer de rendre les choses assez concrètes, puisque quand on parle d'IA ça peut rapidement devenir nébuleux, ce qu'on vous propose aujourd'hui c'est de se poser dans un cas d'usage assez concret. Ça va nous demander une petite mise en situation. Donc aujourd'hui, vous allez vous mettre à notre place, vous allez être consultant, vous allez travailler pour une organisation qui cherche à aider des patients qui souffrent d'épilepsie. Donc comment est-ce qu'on va faire pour les aider? On va essayer de mettre au point un système de data science qui permet de prédire si un patient va avoir une crise d'épilepsie dans un horizon court. C'est-à-dire à l'instant T, est-ce que dans 5 minutes, notre patient va avoir une crise d'épilepsie ou pas? Comment ça marche? C'est de la data science, on a besoin de données. On a besoin de récolter de la donnée sur nos patients, donc on va leur demander de poser sur eux des capteurs. Donc le matin, quand ils vont se lever, on va leur demander de positionner des capteurs sur eux à 7h30 du matin quand ils se lèvent. Des capteurs qui vont nous permettre de récupérer de l'information sur leur état de santé, le rythme cardiaque, la respiration, l'activité dermale. Plein d'informations qui vont nous permettre de faire des prédictions sur ces crises d'épilepsie. C'est un système qu'on va monitorer. En fait, on va faire une avancée en accéléré. On va directement aller en production. Dans ce talk, on va faire un peu la passe sur certaines phases amont du projet. On ne va pas parler de la phase exploratoire en début de projet. On s'est déjà posé toutes ces questions. On sait quel capteur on veut utiliser. On sait que les données qui nous intéressent nous permettent de prédire cette cible, de prédire ces crises d'épilepsie. On va aussi faire la passe sur toute la phase d'industrialisation qui nous permet d'aller en prod. On a déjà tiré nos flux de données de production, on arrive à s'interfacer avec. Maintenant, la question c'est, on est en production et ce qu'on fait, est-ce que ça marche ou pas? En fait, on a différentes personnes dans notre projet qui nous posent des questions. Il y a le data scientist qui nous demande « Mon modèle, est-ce qu'il marche vraiment en production ?» On a notre utilisateur qui nous demande « Est-ce que vous êtes sûr que vous me fournissez bien vos prédictions dans les 5 minutes? Est-ce que vous n'êtes pas en retard ?» On a le régulateur qui s'intéresse à savoir si on n'est pas biaisé envers certaines populations. Et on a notre sponsor qui nous dit qu'il a dépensé plusieurs centaines de milliers d'euros, plusieurs millions dans ce projet, et puis il aimerait bien savoir si ça marche vraiment. En fait, ce que l'on a besoin de faire, c'est de suivre le comportement de notre système et dans le temps. Ce qu'on a besoin de faire, c'est de monitorer notre système de data science. Notre système au complet. Pas juste le modèle de data science, pas la brique de deep learning ou de machine learning. Tout le système. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. C'est une problématique qui est assez complexe, parce que justement, c'est des sujets assez émergents, il n'y a pas vraiment de littérature sur le sujet. A priori, monitorer des systèmes IT, on sait faire, mais il y a quelques particularités par rapport au fait que ce qu'on traite, c'est de l'IA, c'est de la data science. Et c'est assez rapide de se prendre les pieds dans le tapis. On s'est pris les pieds dans le tapis avec Emmanuel. Parce que finalement, on a eu une vision assez technique de la chose quand on a commencé à s'intéresser au sujet. On s'est dit, finalement, notre système qui permet de prédire des crises d'épilepsie, c'est un pipeline de données assez classique. On a de la donnée en entrée, on a différents traitements pour s'interfacer avec la donnée, la lire, la nettoyer, la réconcilier, pour finalement arriver à une phase de prédiction. Enfin, on sait, avec 80% de confiance, on sait qu'une crise d'épilepsie va survenir ou pas. Et notre question, c'est de se demander comment est-ce qu'on sait que ce tout cohérent arrive à fonctionner, comment on sait que ça marche. Et finalement, comme on manipule des données, on n'a qu'à se dire, on n'a qu'à calculer tout un tas de statistiques descriptives sur les données qu'on manipule. On peut calculer des moyennes, des minimums, des maximums sur ces rythmes cardiaques, etc. En se disant, j'ai qu'à mesurer toutes ces informations quand je sais que mon système fonctionne. Et puis, quand je m'en écarte, je sais qu'il y aura des problèmes, je sais qu'il y a peut-être des alertes à monter. Et puis on peut faire ça sur notre premier traitement, on peut faire ça sur les données qui arrivent au deuxième traitement, au troisième traitement, etc. Et on se retrouve avec plein d'informations. Et puis comme on fait du monitoring, ce qu'il convient de faire, c'est de se construire un dashboard et puis de mettre toutes ces informations là-dedans, de les visualiser.
Et c'est ça le piège en fait, on se retrouve assez rapidement avec un dashboard assez chargé, assez complexe à lire. Très chargé sur la largeur, sur la hauteur, il faut scroller pendant très longtemps, juste pour voir toutes les informations qu'on a à notre disposition. Et en fait, certainement que dans le tas, il y a peut-être 3 ou 4 graphes qui vont nous intéresser quand les choses ne vont pas, mais elles vont être perdues dans ces milliers de graphes, un peu comme du signal utile qui serait perdu dans du bruit. Avec Emmanuela, en fait, on est convaincu que c'est pas la bonne approche. On va perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à construire ce genre de graphes, on ne saura pas comment les exploiter. Et ce qu'on vous propose en fait dans ce talk, c'est une démarche, peut-être un peu plus raisonnée, un peu plus pragmatique, un peu plus centrée sur nos utilisateurs et leurs besoins, pour monitorer des systèmes de data science. Pour commencer, ce qu'on va vous proposer de faire, c'est redécouper un petit peu ce problème du monitoring. Tout d'abord, il va y avoir 2 types de monitoring. Il va y avoir le monitoring à froid. C'est quand a posteriori, on cherche à comprendre ce qui s'est passé. Pour faire cela, on a enregistré des données dans des bases de données, pourquoi pas dans des fichiers plats, et puis on va les regarder a posteriori. Et il y a le monitoring à chaud. Le monitoring à chaud, c'est s'intéresser en temps réel à comment se comporte en ce moment mon système. La deuxième distinction qui est importante de faire dans un système, c'est les comportements déterministes et les comportements non déterministes. Un comportement déterministe, c'est un comportement qui est complètement maîtrisé par mon système. Par exemple, si je prends une image et que je change sa taille, c'est complètement maîtrisé par mon système. Je peux faire ça 2 fois, j'aurai 2 fois le même résultat. Mais en data science, on a plein de choses qui sont non déterministes. Par exemple, au moment de l'entraînement d'un modèle de machine learning, il y a une notion d'aléa qui est très importante et qui aide la performance des algorithmes. Eh bien, cette notion d'aléa rend complètement non déterministe cet entraînement. Ce qui fait qu'on n'est pas capable d'anticiper le résultat de l'entraînement. En data science, par rapport au software classique, il y a beaucoup plus de non-déterminisme et c'est ça qui va rendre un petit peu plus compliqué le monitoring. En fait, ce qui va être au cœur de notre démarche, ça va être d'éviter de se mettre des œillères et de se dire que monitorer de la data science, c'est purement un problème de data science. En fait, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a plein d'autres parties prenantes qui vont être intéressées. Et ce qu'on propose en fait ici, c'est de regarder le monitoring par ces différents prismes. Ce qui va nous intéresser, ça va être par exemple de regarder tout en haut de notre courbe, on a une certaine hiérarchisation de l'information, on va avoir des informations qui vont nous intéresser, comme par exemple se demander voilà, quel est le retour sur investissement de mon système de data science, c'est-à-dire je fais de l'IA, mais à quoi ça sert? Est-ce que je me suis lancé dans cette démarche juste pour satisfaire une curiosité intellectuelle, ou est-ce que ça répond à des vrais problèmes, à des vraies douleurs? On va pouvoir descendre à des niveaux un petit peu plus bas, quand on se penche notamment sur cette question de monitoring à chaud et à froid dont on vous parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce retour sur investissement, eh bien peut-être que ça va nous prendre 3 mois, 6 mois pour avoir cette information. On ne s'intéresse pas juste à est-ce que ponctuellement j'arrive à détecter une crise d'épilepsie, mais sur une période représentative de 3 mois ou 6 mois, à quel point je suis performant, combien de fois je rate des crises, combien de fois j'arrive à en trouver. Et on ne peut pas se permettre d'attendre 3 mois ou 6 mois comme ça, c'est une grosse prise de risque, donc on va vouloir descendre à un niveau d'information un peu plus bas, qui va nous apporter des signaux faibles qui vont nous donner un début d'information. Par exemple, en termes de niveau de service, si je sais que si je monitore mon niveau de service et que je sais que je n'arrive pas à respecter mes engagements, a priori, en termes de ROI, quand j'aurai l'information plus tard, ce ne sera pas une surprise si j'ai un mauvais retour sur investissement. Ce qu'on vous propose, avant de rentrer vraiment dans le cœur de cette partie sur les données, c'est de survoler ces autres prismes, en commençant par le monitoring technique. Le monitoring technique, c'est le monitoring bas niveau. C'est faire ce qu'on a l'habitude de faire dans des projets de software, c'est s'intéresser à est-ce qu'il me reste de l'espace disque, est-ce qu'il me reste de la RAM, est-ce qu'il me reste du CPU pour faire mes calculs. Puis il y a quelques petits trucs nouveaux. Par exemple, on va s'intéresser au comportement d'une carte graphique. En data science, on a des calculs qui sont faits sur carte graphique. Souvent, les calculs de deep learning sont faits sur carte graphique. Et du coup, il va falloir qu'on se pose la question de comment je m'assure que ma carte graphique va bien. Comment, d'un point de vue opérationnel, je suis sûr que ma carte graphique va pouvoir finir son calcul à assez de ressources. Ensuite, il y a le prisme du niveau de service, ce qu'on appelle SLA et SLO. En fait, c'est des mots un petit peu compliqués pour dire quelque chose de très simple. C'est pour dire comprendre ce que les utilisateurs attendent réellement du service, et puis on va s'assurer qu'on les atteint pour éviter les insatisfactions. Donc on va chercher à monitorer ça, ce que les utilisateurs attendent de notre service. Un dernier prisme qu'on va voir ensemble, et en fait, on peut voir le monitoring par le prisme du coût ou du gain financier.
Si on reprend le persona de tout à l'heure, le sponsor qui avait investi au début pour voir ce projet arriver, eh bien maintenant qu'on est en production, il va se demander eh bien, est-ce que ça marche ou pas, où est-ce qu'on en est. Et ça va nous amener, ce prisme-là, à se poser certains indicateurs. Et malheureusement, ça peut être assez compliqué de se poser des indicateurs, parce que justement, comme on fait de l'IA, on est dans quelque chose d'assez probabiliste. Quand on prédit qu'il va y avoir une crise d'épilepsie, en fait, on fait une prédiction, on ne sait pas vraiment si elle va se produire derrière, ça va nous demander un peu de temps d'aller mesurer la réalité terrain, de voir si à tel moment il y a vraiment une crise qui s'est produite. Donc ça peut être compliqué de se poser des indicateurs en termes de retour sur investissement, mais il y a quelques astuces qu'on peut mettre en place pour y arriver. Notamment, moi récemment, j'ai travaillé dans le domaine de l'industrie. Donc, mon objectif, c'était de mettre au point un système qui faisait du traitement d'images pour détecter des défauts sur des pièces assemblées en usine. Donc du coup, on a une image, on applique notre algorithme, puis ça nous dit dans telle zone de l'image, mon algorithme voit un défaut, mais avec une certaine probabilité. Donc peut-être que le défaut est là, peut-être qu'il n'est pas là. Et du coup, c'est un peu compliqué de convertir ces probabilités en euros, détecter ce défaut, combien d'argent ça m'a rapporté derrière. Donc ce qu'on peut faire déjà, c'est peut-être se poser un proxy pour rendre les choses un peu plus simples. Et se dire qu'en fait, la raison pour laquelle on a mis de l'IA sur cette ligne d'assemblage, c'était pour améliorer le niveau de qualité de ces objets qu'on assemble. Donc on peut aussi poser quelques hypothèses et se dire, si je prends l'hypothèse qu'un défaut détecté, c'est un défaut qui est en effet corrigé, puisqu'on a des personnes sur la ligne qui sont là pour corriger les défauts, bien, ça peut nous permettre déjà de se poser quelques indicateurs en termes de qualité, de démontrer qu'on a réussi à améliorer ou non la qualité sur notre ligne. Et dans un second temps, une fois que ça s'est validé, on peut rebondir sur des indicateurs financiers. Je veux dire, eh bien, ces objets que j'arrive à livrer dans un état non défectueux à mes clients finaux, c'est autant d'objets pour lesquels je n'aurai pas à payer de frais de port pour les rembourser, pour lesquels je n'aurai pas de claim à payer, et on arrive à retomber sur nos petits par ce genre d'astuces. Finalement, le dernier prisme, c'est le prisme de la donnée. C'est le prisme qui est vraiment nouveau, différent en data science. Ce qu'on va vous proposer dans la suite de ce talk, c'est une méthode pour trouver des sondes pertinentes à poser sur votre système pour s'assurer que votre système va bien. Donc on va dérouler cette méthode dans cette partie. La première étape de cette méthode, c'est de lister les étapes qui sont dans votre pipeline de data science. Dans notre cas de détection de l'épilepsie, on avait deux parties. On a en haut la partie autour de l'amélioration et en bas la partie autour de l'inférence. Alors tout d'abord, sur l'inférence, le patient enfile le matin ses capteurs et les allume. C'est le bouton on-off. Ensuite, tout au long de la journée, il y a une capture des signaux. Les signaux sont remontés vers notre système, c'est la deuxième partie. Puis on fait du pré-processing, on transforme un petit peu ces données. Et enfin, on met ça dans notre modèle et on est capable de livrer une prédiction que l'on va exposer au patient via son smartphone ou sa tablette. On va lui dire tout va bien ou attention, une crise dans moins de 5 minutes. En parallèle de cela, on a la boucle d'amélioration où on stocke les signaux qu'on récupère. On a une étape d'annotation. Cette étape, elle est assez difficile parce qu'avec l'épilepsie, les patients ont une forme d'amnésie, c'est-à-dire qu'ils oublient leur crise d'épilepsie. Donc ils ne sont pas capables de nous dire exactement à ce moment-là, j'ai une crise d'épilepsie. On est obligé de demander à l'entourage, aux patients, aux médecins, d'annoter ces séries. Ensuite, on réentraîne notre modèle. On va l'entraîner avec des nouvelles données en espérant avoir une meilleure performance, en espérant être plus précis. Lorsque l'on est plus précis, on va mettre ce modèle en production et il va servir pour faire les prédictions. La deuxième étape dans notre démarche, ça va être de se servir de ce support pour identifier les zones de non-déterminisme dans notre pipeline. C'est-à-dire toutes ces étapes sur lesquelles il y a des risques que je ne maîtrise pas, même si je sais très clairement quelles données j'ai en entrée, même si je sais très clairement ce que cette étape fait, je n'ai pas de garantie sur le résultat que je vais obtenir. Donc nous, on s'est prêté à l'exercice et on s'est dit, voilà, nous, on pense que le on-off, c'est une phase de non-déterminisme, la capture de signal aussi, la notation des crises et le réentraînement. Ça nous amène à la troisième étape, qui consiste en fait à rentrer dans le détail de ces zones de déterminisme et de voir comment on va pouvoir les monitorer et les superviser. Et ça va se faire en 3 points. Donc on va, dans un premier temps, documenter la raison de ce déterminisme. Donc ça va nous servir de document pour la suite. Puis ensuite, on va se poser des propriétés attendues, c'est-à-dire, même si je ne maîtrise pas cette étape, je suis quand même en mesure d'établir une propriété, c'est-à-dire comment ce système se comporte quand tout se passe bien.
Et enfin une sonde, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va pouvoir implémenter en termes de mécanisme, quelle sonde on va pouvoir brancher sur notre système pour vérifier cette propriété. Donc si on le déroule sur le on-off, nous on s'est dit que c'était non déterministe parce qu'en fait c'est à la main du patient. Donc à partir du moment où c'est une action humaine, il n'y a rien qui nous garantit que le matin le patient va en effet bien penser à mettre ses capteurs, ou ça se trouve il va les mettre mais il va mal les mettre, ça va se décoller pendant la journée, on va avoir des trous de données, ça va nous poser des problèmes pour la suite. Donc, comme on n'a pas de garantie que cette étape va bien se faire comme attendu, on la catalogue de cette manière. Pour autant, on a quand même une propriété attendue qui est que je sais que tout se passe bien sur cette phase-là à partir du moment où j'arrive à récupérer de la donnée entre certaines périodes qu'on a définies avec nos patients, entre 7h15 et 22h30. La sonde, pour aller vérifier ça sur le terrain en production, ce serait de se dessiner un peu le signal idéal, un signal en forme de créneau, qui vaudrait 0 quand on n'a pas de signal, donc ce serait le soir entre 22h30 et 7h30 du matin, entre 7h15. Et puis ça repasserait à 1 parce qu'on a du signal entre 7h15 et 22h30, et puis ça revient à 0 de manière cyclique. Et c'est un signal idéal qu'on pourrait superposer avec le signal mesuré dans la vraie vie. Et en fait, on pourrait immédiatement identifier les zones à trous, les zones où il se passe des choses qui ne sont pas attendues, et sur lesquelles on pourrait réagir, pourquoi pas en temps réel, en envoyant une alerte à notre patient. La deuxième source de non-déterminisme dans notre système, c'était la capture des signaux, ce que capte notre système. En fait, c'est non déterministe parce qu'on ne maîtrise pas du tout ce que le patient est en train de faire. Par exemple, il peut se mettre à faire du sport, à courir après le bus. Il peut aussi enlever ses capteurs, il peut en avoir un qui est mal branché. Mais on est capable d'établir un certain nombre de propriétés. Par exemple, un médecin nous a dit un rythme cardiaque, c'est entre 50 et 180 battements par minute. Si vous êtes en dessous, c'est qu'il y a un problème. Donc la sonde qu'on se propose de poser, c'est de monitorer le rythme cardiaque moyen sur une minute et puis représenter ce genre de graphique où on voit l'évolution du rythme cardiaque de notre patient. Ces grands pics, ça nous donne envie de dire est-ce qu'ils sont normaux ou pas. En fait, ça va être un sujet qui est un petit peu connexe au sujet du monitoring, c'est l'alerting. À partir de quel moment je lance une alerte, je préviens le patient qu'il y a un truc qui nous semble bizarre, et à partir de quel moment je me dis que c'est bon. Dans notre pipeline, on avait identifié une autre zone de non-déterminisme. C'est le moment où on va demander à un expert de poser une annotation. Donc concrètement, si je reviens en arrière... Concrètement, ça consiste à envoyer par exemple à un docteur, un médecin, ce genre de graphe, et de lui demander, avec ton avis d'expert, est-ce que tu vois une crise d'épilepsie? Ce qu'on pourra ensuite comparer avec ce que notre modèle a produit. Ça nous permettra de savoir justement quand notre modèle prédit une crise, est-ce qu'elle se réalise ou pas. Et ça, c'est une zone de non-déterminisme parce qu'en fait, dans la pratique, quand on demande à deux annotateurs différents d'annoter un signal, ça arrive assez fréquemment, surtout quand le problème est assez complexe, que les annotations soient différentes, et quand elles sont différentes, on ne peut pas les exploiter. Donc, comme on n'a pas vraiment de garantie sur ce qui va sortir de cette phase d'annotation, on décide de la cataloguer comme non déterministe. Et surtout, dans tous ces cas d'usage où il y a énormément de données, on peut se retrouver à travailler avec des pools d'annotateurs, avec des dizaines, des centaines de personnes qui font des annotations. Et là, le problème, lui aussi, passe à l'échelle. Pour autant, on peut se poser une propriété attendue qui est que moi, je sais qu'un signal est exploitable en termes d'annotation si deux annotateurs produisent une annotation similaire. C'est justement sur cet indicateur de similarité qu'on va pouvoir jouer et poser une sonde. Donc, par exemple ici, c'est un peu technique, mais la sonde qu'on peut se poser, c'est utiliser une métrique qui s'appelle l'intersection over union. C'est un peu compliqué, mais concrètement, l'idée, ça va être de superposer deux annotations qui auront été faites par deux annotateurs différents, et de regarder justement à quel point est-ce qu'elles se recoupent, à quel point elles se superposent. Donc si elles sont complètement décorrélées, on va être à 0, et puis à mesure qu'elles vont se rejoindre, on va se rapprocher de 100%. La complexité derrière, justement, c'est comme on a des pourcentages, c'est de se poser un seuil et de se dire à partir de quel moment on se dit que deux annotations sont similaires. Et là, ça peut demander un peu d'expérimentation, c'est assez empirique à définir. La dernière source de non-déterminisme qu'on avait identifiée ensemble, c'est l'étape de réentraînement du modèle. C'est le moment où on cherche à entraîner le modèle sur des nouvelles données. C'est non-déterminisme parce que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un aspect aléatoire dans l'entraînement des modèles de machine learning. Mais on peut quand même fixer une propriété. Ce qu'on voudrait, c'est que le nouveau modèle soit au moins meilleur que le modèle qui tourne actuellement en production. La sonde qu'on peut proposer, c'est ce que l'on appelle la shadow production. En fait, ce qu'on va faire, c'est que le nouveau modèle,
on va l'évaluer un petit peu en temps réel en lui faisant faire les prédictions, mais on ne va pas envoyer ces prédictions au patient. On va garder le modèle qui est actuellement en production. Et on va comparer les prédictions du modèle en production et de ce modèle que l'on vient de construire. Et on va s'assurer que les deux prédictions sont cohérentes entre elles. Pendant cette deuxième étape, quand on avait posé des étoiles pour dire déterministe, non déterministe, on en avait trouvé 4. Et là, en fait, on est en train de vous en proposer une 5e. Parce que justement, un peu comme le on-off, cet exercice, il a la main d'un humain, donc c'est nous, en fait. Et on peut se tromper. Il y a peut-être des cas qu'on n'a pas réussi à formaliser, des zones de non-déterminisme qu'on n'a pas su trouver, qu'on n'a pas vu, qu'on a oublié, qu'on a raté. Pourtant, elles existent et elles vont avoir un impact sur notre système. Et on aimerait bien s'en prémunir. Donc ce que je propose ici, c'est une propriété attendue sur mon système au global, qui est que finalement, ce qui est au cœur de mon système de data science, c'est un modèle de machine learning qui va produire certains résultats, certaines prédictions, qui vont respecter une certaine distribution. Et si à un moment j'observe que je m'en écarte trop, il y a peut-être un facteur qui influe beaucoup sur mon système et que j'ai envie d'identifier. Donc, par exemple, si ce mois-ci, je fais du monitoring à froid, et pour un patient, je trouve 10 crises d'épilepsie, et le mois d'après, j'en trouve 50, bah, c'est un écart qui est suffisamment important pour que je me pose la question et que je commence à investiguer. Il y a peut-être des problèmes au niveau des capteurs, il y a peut-être mon patient qui a vraiment un état qui s'aggrave, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. La sonde qu'on peut poser ici, ce serait de justement suivre la distribution de ces prédictions en fin de pipeline. Mais du coup, on est un peu en train de se contredire parce qu'au début, on se disait que monitorer des distributions dans tous les sens, c'était pas bien et qu'il fallait éviter de le faire. Et puis là, on vous dit de le faire. L'idée, elle est assez différente. Monitorer des distributions, ici, c'est pas vraiment au cœur de notre démarche, c'est plus un garde-fou qu'on décide de se poser à la fin, en fin de pipeline, si on a vraiment envie d'avoir une sécurité supplémentaire. Cette méthode que l'on vous a proposée en 3 étapes, détailler le pipeline, identifier les sources de non-déterminisme, puis poser des propriétés des sondes, on l'a faite plusieurs fois avec Mehdi, sur plusieurs cas d'usage. Et au fur et à mesure, on a commencé à sentir des principes qui émergeaient, des choses qui nous permettaient de challenger les sondes qu'on était en train de poser. Ce qu'on va vous proposer, c'est de détailler quelques principes qui vont vous permettre de vérifier que vos sondes sont vraiment utiles. Le premier principe que l'on a identifié concerne le positionnement de la sonde. Plus vous allez mettre loin votre sonde dans le système, plus elle va être générique. C'est-à-dire que plus l'alerte qu'elle va lever va être générique. Par exemple, si vous avez une sonde au niveau des prédictions qui vous dit « Attention, on a un problème de distribution des prédictions », il va falloir aller investiguer beaucoup pour retrouver qu'est-ce qui a causé ce problème. Par contre, si on a une sonde beaucoup plus tôt qui nous dit « Attention, au moment de la capture du signal, il y a un capteur qui est mal branché, tu vas avoir un problème », et bien là, on peut résoudre le problème beaucoup plus rapidement. Donc plus la sonde va être tôt dans le pipeline, plus elle va être précise et plus elle va nous aider. Un autre principe sur lequel on peut réfléchir, c'est sur la cohérence entre nos sondes. Donc on va être amené à en poser plusieurs. Donc par exemple, si je décide de poser une sonde sur ma phase de prédiction, parce que j'ai envie de savoir si mes prédictions sont comme attendu, et que je décide de me poser aussi une sonde sur le pré-processing, eh bien, je peux me retrouver dans un cas comme celui-ci, un peu particulier, où la prédiction a l'air d'être bonne d'après mes indicateurs. Par contre, niveau pré-processing, il y a quelque chose qui cloche. C'est une situation qui est assez dérangeante parce que en fait, ce qui nous intéresse au fond, c'est ce qu'on arrive à faire de bonnes prédictions. Notre indicateur est vert. Pourtant, on a d'autres indicateurs qui nous disent qu'il y a des choses qui ne vont pas. A priori, on s'attendrait à avoir un effet de propagation, c'est-à-dire avoir du vert de bout en bout jusqu'à notre prédiction. Ici, ce n'est pas le cas. Et pour nous, c'est un indicateur pour justement remettre en question ces sondes, se demander pourquoi est-ce qu'on arrive dans ce genre de cas. Peut-être qu'au niveau de notre pré-processing, on a une propriété qui n'est pas exactement la bonne, ou une sonde qui est un peu trop stricte et qu'il va falloir ajuster. Le monitoring sert à observer si notre système va bien. Du coup, il ne faut pas que le monitoring casse le système, et en particulier qu'il ralentisse le système. Il faut donc que le monitoring soit parcimonieux en termes de temps de calcul. Il ne faut surtout pas que le monitoring casse nos objectifs, nos SLA, en termes de temps de réponse. Ici, on avait 5 minutes pour répondre, pour dire tu vas avoir une crise d'épilepsie ou pas. Il ne faut pas que notre monitoring, du coup, ralentisse notre système de plus de 5 minutes. Un autre point qui peut être intéressant ici, c'est dans notre démarche, on avait posé une sonde pour chaque zone de non-déterminisme. C'était quelque chose d'assez synthétique, c'était assez idéal.
Par contre, en fait, on ne s'est pas freiné. Il n'y a rien qui aurait pu nous empêcher de poser 5-10 sondes pour chacune de ces étapes, pour être vraiment ceinture bretelle. Du coup, quand on se retrouve avec autant de sondes, on peut se retrouver dans le cas d'avant. Ah bah je mets plein de sondes et puis ça prend du temps de traitement, ça peut casser mes SLA. On a besoin d'une manière aussi de prioriser ces sondes, lesquelles on a envie de garder, lesquelles sont les plus utiles, sur lesquelles on a vraiment envie d'investir du temps. Et ce principe-là nous a pas mal servi. Seuls les aléas anticipables et probables méritent des sondes. Par exemple, si demain matin j'ai mon patient qui décide de poser ses capteurs sur son chat, ça va pas bien se passer. Ça va pas bien se passer parce qu'au niveau de la capture du signal, les capteurs qu'on a choisis, ils marchent bien pour des humains, pas pour des chats. Au niveau du pré-processing, pareil, on a plein de règles sur les battements par minute humains, ça marche plus avec les chats. Au niveau de la prédiction, on s'est entraîné sur des données qui viennent d'humains, ça marche pas. Donc là, on se dit cool, on a trouvé un cas qui met tout notre système en carafe, il faut qu'on investisse dessus, il faut qu'on s'en prémunisse. Ou alors on peut se demander, ça remonte à quand la dernière fois qu'on a un patient qui a fait ça? Est-ce que c'est vraiment un cas qui arrive souvent? Est-ce qu'on a vraiment envie d'investir du temps, de l'énergie, du temps de développement là-dedans? A priori, la réponse est non. Il y a une question qui vient souvent aussi, quand on se pose la question du monitoring, c'est est-ce que c'est une sonde ou est-ce que c'est une feature de mon système? Par exemple, notre système, il a 3 capteurs sur le corps du patient, et ces 3 capteurs sont nécessaires pour le bon fonctionnement du système. On pourrait être tenté de mettre un monitoring qui s'assure que les 3 capteurs sont bien branchés. En fait, notre système ne marche pas du tout si on n'a pas ces 3 capteurs. Donc en fait, la vérification qu'il y a bien les 3 capteurs qui sont branchés sur le patient, que le patient a bien enfilé ces 3 capteurs, c'est une brique de notre système. C'est quelque chose que l'on doit implémenter dans notre système, et on doit tout de suite prévenir le patient que, attention, tu n'as pas branché tes 3 capteurs, notre système ne marche pas. Et on arrive sur la fin de cette présentation, et on a envie de vous présenter justement le graphe, le dashboard auquel on est parvenu. On en est assez content, c'est quelque chose d'assez synthétique, qui nous offre une vision assez rapide sur notre système, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, sur quoi est-ce qu'on a vraiment envie d'intervenir. Donc on a la shadow production, on a des indicateurs sur notre process d'annotation, on a des indicateurs vraiment sur l'ensemble de notre système. Quelques takeaways avant de se quitter. Donc une fois qu'on sera en production, on sait qu'il faudra monitorer. On pouvait commencer à monitorer avant d'arriver en production avec notre système de data science. Et si c'est un sujet qu'on avait laissé sous le tapis, maintenant qu'on va arriver en production, on ne pourra pas y échapper, parce que maintenant on a des utilisateurs qui interagissent avec notre système, on a des personnes à qui il va falloir rendre des comptes en termes de fonctionnement, d'efficacité, de retour sur investissement. Il y a plusieurs prismes par lesquels voir le monitoring. Ça peut être quelque chose d'assez technique, on peut s'intéresser au niveau de service, on peut s'intéresser à des problématiques spécifiques à la donnée, on peut s'intéresser au retour sur investissement. On vous a proposé une démarche, donc assez rapidement, 4 étapes. On va tracer notre pipeline pour essayer de partager une vision commune, un alignement sur ce que ce système fait. On va proposer des sondes et des propriétés, on va les challenger. Et puis surtout, on va itérer, puisque maintenant qu'on est en production, c'est normal d'avoir un système qui évolue. Pour terminer, ce qu'on voulait vous proposer, c'est des cartes à mettre dans votre backlog pour demain. La première carte, c'est de faire un atelier sur le monitoring, où vous allez pouvoir dérouler cette méthode. La deuxième carte, ça va être de mettre en place des métriques qui vont mesurer ce que vous avez identifié. Puis vous allez pouvoir construire un dashboard. Et il va falloir le partager avec tout le monde. Vous allez chercher à prendre des feedbacks. Et puis vous allez pouvoir itérer, recommencer, etc. Si vous avez envie d'aller plus loin sur le monitoring, il y a 2 sujets qu'on n'a pas traités. Vous pouvez aller vous pencher sur l'alerting. Quand est-ce que je mets une alerte? Quand est-ce qu'il y a vraiment un problème? Et puis aux 3 piliers de l'observabilité, qui sont les métriques dont on a parlé, puis après ça, les logs et les traces. On vous remercie pour votre attention.